On va aborder dans cette vidéo une nouvelle notion, la notion de famille de vecteurs libres. Alors, ce qu'on appelle une famille de vecteurs, c'est tout simplement une liste de vecteurs de E. Pour comprendre cette notion, on va imaginer la situation suivante. On imagine qu'on sait qu'une combinaison linéaire des EI, mettons la somme des alpha I EI, est égale à une autre combinaison linéaire des EI, mettons la somme des bêta I EI. Dans cette situation, un mauvais scientifique vous dira que, par identification, le coefficient à gauche en E1 alpha 1 est égal au coefficient à droite en E1 bêta 1, et puis ensuite que le coefficient à gauche en E2 alpha 2 est égal au coefficient à droite bêta 2, etc., jusqu'à alpha p est égal à bêta p. C'est-à-dire que pour tout i, le alpha i est égal à bêta i. Bien sûr, on sait qu'une telle argumentation ne vaut rien. Mais ça pose quand même une bonne question, qui est, est-ce qu'on peut faire ce type d'identification? Si oui, sinon, quand est-ce qu'on peut le faire? Tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que posée de cette façon-là, la question est un peu maladroite parce qu'on peut tout de suite la simplifier. Vous voyez que le terme de droite ici, enfin les termes de droite, si jamais on les fait passer de l'autre côté, on obtient la chose suivante. Et ça nous amène à une combinaison linéaire qui vaut donc le vecteur nul à droite, où les coefficients sont les alpha i moins bêta i. Montrer alors que les alpha i sont égaux au bêta i revient à montrer que tous ces coefficients ici sont nuls. Du coup, si jamais on renomme ces coefficients, on les appelle les, mettons, lambda i, alors on comprend que la vraie question, en tout cas la question écrite sous sa forme la plus simple, c'est la suivante. Si jamais on a une combinaison linéaire, une somme des lambda i EI qui vaut le vecteur nul, est-ce que cette relation implique que tous les scalaires lambda i sont nuls? Et la réponse à cette question est, eh bien, ça dépend de la famille de vecteurs EI choisie au départ. Pour certaines familles de vecteurs, c'est vrai, et on dit alors que cette famille est libre. Dans le cas contraire, on dit que la famille de vecteurs est liée. Ça nous amène à la définition suivante, la définition d'une famille libre et d'une famille liée. Donc ici, E désigne un K-espace vectoriel quelconque, et grand F désigne une famille de vecteurs de E, une famille à P vecteurs. On dit donc que F est une famille libre si, accrochez-vous, la seule façon d'obtenir une combinaison linéaire nulle des vecteurs EI est de prendre tous les coefficients nuls. Ou autrement dit, si pour tout scalaire lambda 1 lambda p, on a l'implication suivante, si la combinaison linéaire des lambda i EI est égale au vecteur nul, alors forcément tous les lambda i sont nuls. Vous voyez ici que dans cette implication-là qui définit une famille libre, c'est bien l'implication de gauche à droite qui est importante. En fait, l'implication de droite à gauche, bien sûr qu'elle est toujours vraie, puisque si tous les lambda i sont nuls, la combinaison linéaire des lambda i EI, c'est la combinaison linéaire suivante, 0 fois E1 plus 0 fois EP. Et ça, bien évidemment que ça donne le vecteur nul. En fait, la question qui se pose pour savoir si une famille est libre ou pas, c'est de savoir si oui ou non cette combinaison linéaire est la seule qui donne le vecteur nul à droite. A l'inverse, si la famille F n'est pas libre, on dit que c'est une famille liée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il existe des scalaires lambda 1 lambda p qui ne sont pas tous nuls, et qui pourtant vérifient que la somme des lambda i EI est égale au vecteur nul. Une relation de ce type, une combinaison linéaire avec des lambda i qui ne sont pas tous nuls, des EI qui vaut 0, ça s'appelle une liaison entre les vecteurs EI. Prenons un exemple. Imaginons qu'on a, mettons, 5 vecteurs de E, E1, E5. Voici un exemple de liaison. C'est donc une combinaison linéaire des EI qui donne bien 0, et où certains des lambda i, pas tous, mais certains des lambda i ne sont pas nuls. Alors bien évidemment ici, les lambda i qui sont nuls devant E1 et E4, on peut ne pas les écrire, et donc simplifier la liaison, ça donne la chose suivante. Et les vecteurs, ici c'est E2, E3 et E5, qui font intervenir des coefficients non nuls, sont appelés les vecteurs qui sont impliqués dans la liaison. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour chacun de ces vecteurs, en faisant passer les autres de l'autre côté du symbole égal et en divisant par le coefficient qui est devant eux, un coefficient non nul, donc par lequel on peut diviser, on remarque que chacun de ces vecteurs peut être écrit comme une combinaison linéaire des autres. Par exemple, pour E2, ça va donner la chose suivante. Mais bien évidemment, on peut aussi faire ce travail pour E3. Et bien évidemment, même chose pour E5. En fait, ce qu'on comprend, c'est que ce travail-là, on va pouvoir le faire de façon générale pour n'importe lequel des vecteurs qui est impliqué dans la liaison. Ça nous amène en fait à une autre définition, une autre façon de voir les familles qui sont liées. Une famille de vecteurs EI est en fait liée si et seulement si il existe un vecteur parmi eux
qui est une combinaison linéaire des autres. Essayez de retenir ça, on va s'en servir. Passons maintenant à la pratique. À propos des familles libres et liées, la première chose à faire, c'est de savoir montrer qu'une famille est libre ou au contraire qu'elle est liée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 4 exemples. Les 2 premiers, on va les corriger nous-mêmes, comme ça va fixer une méthode, et ensuite ce sera à vous de jouer. Voilà un premier exemple. On est dans E est égal à k crochet x, donc l'ensemble des polynômes, l'espace vectoriel des polynômes. Et on regarde une famille à 3 vecteurs, x2, 1 plus x et 1 plus x2. Ici, on va commencer par montrer que cette famille est libre. Voilà comment faire. En fait, vraiment, on se ramène à la définition. On considère 3 scalaires lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et on suppose que la combinaison linéaire lambda 1 fois le premier plus lambda 2 fois le deuxième plus lambda 3 fois le troisième est égale au vecteur nul. Et à partir de maintenant, l'objectif est de démontrer que ces 3 lambda i sont tous nuls. Alors comment faire ? Ici, on est en train de manipuler des polynômes. On va en fait utiliser une méthode très basique. C'est on va développer ce polynôme pour obtenir sa forme développée des polynômes. La partie constante plus la partie en x plus la partie en x2. Et ensuite, on va utiliser le théorème sur les polynômes, selon lequel quand un polynôme est nul, eh bien tous ses coefficients sont nuls. Coefficient constant, coefficient x, coefficient x2. Bon, tout d'abord, réécrivons notre polynôme. Ça donne ça. Et maintenant, chacun des coefficients de ce polynôme est nul. Ça, eh bien, ça nous amène à un petit système sur les lambda i, un système homogène, où tous les seconds membres sont nuls. À partir de là, il faut espérer que ça nous permette de montrer que les lambda i sont nuls. Alors là, ça va le faire, puisque au milieu, lambda 2 est égal à 0, donc on en a déjà un. Et puis, sachant ça, la première ligne, elle va nous donner que lambda 3 est égal à 0. Puis, sachant que lambda 3 est égal à 0, la dernière ligne nous donne que lambda 1 est égal à 0. Donc, c'est bon, tous les lambda i sont égaux à 0. C'est fini, ce travail montre bien que cette famille grand F est libre. Lorsque vous écrivez cette phrase conclusion, revenez bien à la ligne dans votre rédaction, puisque c'est tout ce raisonnement-là qui permet de conclure que la famille est libre. Deuxième exemple, on va maintenant s'intéresser à une autre famille de 3 polynômes, x2, 1 plus x2 et 1 moins x2. Alors en fait, là, cette famille, elle est liée. La manière la plus simple de démontrer qu'une famille est liée, c'est de mettre en évidence une liaison sur ces vecteurs. Ou autrement dit, c'est en fait équivalent à montrer que l'un des 3 vecteurs est une combinaison linéaire des 2 autres. Ici, regardez-les dans les yeux et peut-être essayez de piffer une liaison. Mettez pause dans la vidéo. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, en voici une. On peut prendre le troisième vecteur 1 moins x2 et dire qu'il est égal au deuxième, 1 plus x2, moins 2 fois le premier, c'est-à-dire moins 2x2. Vous êtes d'accord, cette égalité, elle est bien vraie, et elle montre que le troisième est une combinaison linéaire des 2 premiers, donc que la famille grand F est liée. Si jamais on veut se ramener à vraiment la définition de ce qu'est une liaison, on peut très bien faire passer tous les vecteurs du même côté du signe égal. On se ramène alors à une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs qui vaut le polynôme nul, alors que les coefficients qui interviennent ne sont pas tous nuls. En fait, là même, ils sont tous non nuls. Alors cette méthode de mettre en évidence une liaison, elle est bien sûr très efficace, mais elle a quand même l'inconvénient que déjà il faut avoir compris à l'avance que la famille était liée, et d'autre part il faut réussir à la trouver, et ça parfois c'est très difficile. Du coup voici une autre méthode qui va vous permettre de trancher la question, savoir si une famille est libre ou liée, et dans le cas où elle est liée, de trouver une liaison. Ce qu'on fait c'est qu'on fixe 3 scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, et au lieu de supposer qu'on a une combinaison linéaire nulle, on interroge cette phrase par équivalence. Alors là maintenant on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire ici mettre le polynôme sous la forme de une partie constante, une partie en x, une partie en x2. Bon là il se trouve qu'il n'y a pas de partie en x, puis de dire qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Ça nous donne ce petit système. Alors là, il se trouve que ce système il est déjà échelonné. On peut choisir nos pivots, mettons lambda 1 et lambda 2. Et puis du coup, il nous reste une variable passée en paramètre qui est lambda 3. À ce stade, on voit que la famille va être liée puisque si jamais elle était libre, normalement, cette phrase-là initiale devrait être équivalente au fait que tous les lambda i sont nuls. Et là, ce n'est pas le cas.
non seulement on voit qu'on n'aboutit pas au fait que les lambda i sont forcément tous nuls, mais même plus que ça, on aboutit à voir que le système admet des solutions qui ne sont pas nulles. En fait, ici, vous pouvez prendre, là on a un degré de liberté, vous pouvez prendre lambda 3 est égal à n'importe quoi, 1, 3, 12, n'importe quoi de non nul, et ça va vous donner un triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui n'est pas le triplet nul, et qui pourtant, par remontée des équivalences, vérifie bien ici que cette combinaison linéaire est nulle. Du coup, pour avoir une liaison, on a l'embarras du choix. On peut prendre par exemple lambda 3 égale 1, et du coup lambda 1 est égal à 2 fois 1, donc 2, et lambda 2 est égal à moins 1. Eh bien, on a par remontée des équivalences que 2 fois x2, moins 1 fois 1 plus x2, plus 1 fois 1 moins x2 est égal au polynôme nul. Ça nous donne bien une liaison. Pour remarque, la liaison qu'on avait trouvée tout à l'heure, eh bien c'est celle qu'on aurait obtenue en prenant lambda 3 est égal à moins 1. Quoi qu'il en soit, puisqu'on a une liaison, ce travail montre bien que la famille est liée. Maintenant, à vous de jouer. On se place cette fois-ci dans l'espace vectoriel R3 et voici une famille de 3 vecteurs. À vous de déterminer si elle est libre ou liée en rédigeant correctement. Mettez pause dans la vidéo. Allons-y pour la correction. Alors, à l'œil nu, c'est pas facile de voir si cette famille de vecteurs est libre ou liée, donc je vous propose qu'on fixe 3 réels lambda 1, lambda 2 et lambda 3, et qu'on interroge par équivalence cette phrase selon laquelle la combinaison linéaire des 3 vecteurs est égale à 0. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est mettre la somme de ces 3 vecteurs sous la forme de un seul et même vecteur, et dire que ce vecteur est égal à la colonne nulle, eh bien ça signifie que chacune des composantes, la première, la deuxième et la troisième, est égale à 0, ce qui nous donne donc un système linéaire sur les lambda i. Et puis en fait ensuite, là on a fait un pivot de Gauss, en résolvant le système, on s'aperçoit que ça nous mène par équivalence au fait que les lambda i sont tous nuls. Ce travail montre alors que cette famille est libre. Et en fait, ce qui montre plus précisément que cette famille est libre, ce n'est pas les équivalences, c'est les implications descendantes. Du coup, en fait, à ce stade, on peut re-rédiger cette démonstration, ne plus utiliser des équivalences, mais uniquement des implications. Ça montre une bonne compréhension logique de ce que vous faites. Maintenant, dans la rédaction, n'oubliez pas non plus la phrase conclusion. Ce travail montre que la famille F est libre. Dernier exemple, à vous de jouer. Encore une fois, à l'œil nu, c'est pas évident de déterminer si cette famille est une famille libre ou une famille liée. Donc de nouveau, on va fixer 3 réels et interroger par équivalence le fait que la combinaison linéaire des 3 vecteurs est égale à la colonne nulle. Là, cette fois-ci, quand on résout le système, on s'aperçoit qu'on fait apparaître une ligne inutile et du coup, on a 2 pivots et une variable qui est passée en paramètre. Ici, on a passé en paramètre lambda 3. La famille va donc être liée. Pour le mettre en évidence, là, ici, on a choisi lambda 3 est égal à 2. Du coup, ça nous donne lambda 1 est égal à moins 2 et lambda 2 est égal à moins 1. Et par remontée des équivalences, ça nous donne une liaison, ici, des 3 vecteurs. Donc ce travail montre que la famille est liée. Au passage, petite remarque, si jamais la résolution du système vous l'avez faite au brouillon, eh bien sur votre feuille, vous pouvez très bien uniquement ne rédiger que la fin. C'est-à-dire dire on remarque que cette combinaison linéaire est nulle. Là, il suffit de le vérifier, hein, composante par composante. Et donc, f est liée. Si votre rédaction ne comporte que ce qu'il y a dans cet encadré rouge, c'est inattaquable, pas de problème. Revenons au cas général. On peut remarquer que si jamais on regarde une famille de un seul vecteur, mettons E1, eh bien cette famille est libre si et seulement si ce vecteur est non nul. En effet, si jamais on prend une combinaison linéaire de ce vecteur, c'est-à-dire une quantité du type lambda fois E1, et qu'on suppose que c'est le vecteur nul, eh bien il n'y a que dans le cas où E1 est non nul qu'on va pouvoir en déduire que nécessairement lambda est nul. A l'inverse, si E1 est nul, bien évidemment, on a lambda fois le vecteur nul qui est toujours égal au vecteur nul, sans que lambda soit égal à 0. Cette égalité, elle est vraie pour tout lambda, ce qui signifie bien que la famille qui ne contient que le vecteur nul, c'est une famille qui est liée. Au passage, n'importe quelle famille qui contient le vecteur nul est bien sûr liée, puisque le fait de dire que 1 fois le vecteur nul est égal au vecteur nul constitue ici une liaison dans ce cas particulier. Il y a un cas particulier important, c'est le cas d'une famille qui ne comporte que 2 vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est liée? Comme on l'a vu tout à l'heure, ça signifie que l'un des 2 vecteurs est une combinaison linéaire de l'autre. Autrement dit, soit E1 est égal à une combinaison linéaire de E2, c'est-à-dire il est du type lambda fois E2, soit E2 est du type lambda fois E1.
Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça porte un nom. Ça signifie que les deux vecteurs E1 et E2 sont collinéaires. Deux vecteurs collinéaires, c'est deux vecteurs qui sont proportionnels l'un à l'autre. C'est exactement ce qu'on a écrit ici avec un coefficient de proportionnalité qui est lambda. Donc en fait, on comprend bien ce que ça veut dire. Dire que une famille de deux vecteurs est liée, ça signifie très exactement que ces deux vecteurs sont collinéaires. Par contre, attention, à partir de 3 vecteurs, ça ne marche plus. Et d'ailleurs, les exemples qu'on a pris précédemment le montrent. Là, les 3 colonnes qu'on avait prises juste avant, on a vu que c'était une famille qui était liée, et pourtant, il n'y a aucun lien de collinéarité, ni entre les deux premiers vecteurs, ils ne sont pas du tout proportionnels l'un à l'autre, ni entre les deux derniers, ni entre le premier et le troisième. Donc méfiez-vous, pour uniquement 2 vecteurs, c'est facile de voir si une famille est libre ou pas, il suffit de voir si les 2 vecteurs sont collinaires ou pas, mais à partir de 3 vecteurs, c'est plus difficile, et souvent, il faut revenir à la résolution d'un système. Autre exercice intéressant, voici 3 vecteurs. Mettez pause dans les vidéos et essayez de voir juste à l'œil nu si, à votre avis, cette famille est libre ou liée. Eh bien, la réponse, c'est que cette famille est liée. En fait, par exemple, le vecteur E3 est une combinaison linéaire de E1 et E2, comme le montre cette construction géométrique. Le vecteur E3, il est la somme de ce vecteur-là, qui est collinéaire à E2, et de ce vecteur-là, qui est collinéaire à E1. C'est donc une combinaison linéaire de E1 et E2. Cette famille E1, E2, E3 est donc bien liée. En fait, on le démontrera plus tard, dans R2, il ne peut pas y avoir 3 vecteurs libres. Au maximum, il y a 2 vecteurs libres. Par contre, dans R3, il peut y avoir 3 vecteurs libres. Pour les obtenir, déjà, il faut que E1 et E2 soient non collinaires, ça c'est sûr. Ensuite, quand on choisit E3, eh bien, il est nécessaire que E3 ne soit pas une combinaison linéaire de E1 et E2. Or, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec E1 et E2, on l'a vu, c'est un plan. Du coup, pour que E3 ne soit pas une combinaison linéaire de E1 et E2, eh bien, il faut que ce vecteur sorte de ce plan. Dans ces conditions, la famille E1, E2, E3 est bien libre. Donc pour résumer, pour construire 3 vecteurs libres E1, E2, E3, il faut premièrement prendre un vecteur E1 qui n'est pas le vecteur nul, puis un vecteur E2 qui n'est pas collinéaire à E1, c'est-à-dire E2 qui n'appartient pas au vecte de E1, puis ensuite E3 qui n'appartient pas au vecte de E1 et E2. Ce principe se généralise à une famille de vecteurs de longueur quelconque dans un espace vectoriel quelconque. Si jamais vous prenez une famille de vecteurs E1, EP libre, et que cette famille libre, vous lui rajoutez un vecteur X, alors la nouvelle famille que vous avez créée reste libre à condition que ce nouveau vecteur X ne soit pas une combinaison linéaire des précédents. En effet, si jamais X appartient au vecte de E1, EP, alors là, la nouvelle famille E1, EP X, bien sûr qu'elle est liée, puisque par définition, on a ici un vecteur X qui est une combinaison linéaire des autres. Maintenant, si X n'appartient pas au vecte de E1, EP, alors si jamais on suppose qu'il y a une combinaison linéaire des E1, EP X qui vaut le vecteur nul, alors le coefficient en X qu'on a noté ici alpha, forcément il est nul. Parce que regardez, si jamais il est non nul, ici on peut faire passer le alpha x de l'autre côté du égal et tout diviser par moins alpha de façon à isoler x. Ce qui ici met en évidence que x est une combinaison linéaire des EI. Or ça, c'est impossible, par hypothèse. Donc nécessairement, alpha vaut 0. Du coup, si on revient ici à cette égalité, on peut éliminer le terme en alpha x, le vecteur alpha x. Et là, ça nous donne qu'on a une combinaison linéaire des EI qui est égale au vecteur nul. Or, les EI, souvenez-vous, ils ont été supposés libres. On est parti d'une famille qui était libre. Donc ça, par définition, ça implique que tous les lambda i sont nuls. Au final, entre alpha qui vaut 0 et tous les lambda i qui valent 0, on a bien démontré que tous les coefficients, tous les scalaires qui intervenaient dans la combinaison linéaire nulle qu'on avait considérée au départ sont tous nuls. Donc ce travail montre bien que la famille E1, EP, X est une famille libre. On a bien démontré notre équivalence. On va se servir de ce principe pour démontrer un résultat qui est bien pratique lorsqu'on travaille dans K crochet X, l'espace des polynômes.
Ce théorème dit la chose suivante, si jamais on considère une famille de polynômes non nuls, c'est important, hein, P1, Pn, qui sont de degrés distincts, 2 à 2, donc tous de degrés différents, alors immédiatement cette famille est libre. Regardez par exemple, si vous prenez la famille de polynômes suivante, avec ici un polynôme de degré 2, ici un polynôme de degré 4, ici un polynôme de degré 7 et ici un polynôme de degré 0, alors grâce à ce théorème, on peut immédiatement dire que cette famille est libre. Démontrons ce théorème. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut très bien réordonner les pays de façon à ce qu'ils soient par ordre de degrés croissants. En effet, ça consiste à les permuter, et permuter des vecteurs dans une famille, ça ne change strictement rien au fait que cette famille soit libre ou liée. Donc, quitte à permuter les pays, ce qui ne change rien au problème, on peut supposer, sans perdre de généralité, que les degrés des pays sont croissants. Ces inégalités ici, elles sont bien strictes, hein, puisque justement, on a supposé que les pays étaient de degrés distincts. D'autre part, les degrés sont également des entiers positifs, puisque ces polynômes sont supposés non nuls. Donc ici, aucun de ces degrés ne vaut moins l'infini. À partir de là, on va pouvoir enclencher un raisonnement par récurrence. La première famille, la famille qui ne contient que P1, elle est libre bien sûr, puisque P1 est un vecteur non nul. Ensuite, la deuxième famille P1, P2, elle est libre parce que P2 n'appartient pas au vecte de P1. En effet, par l'absurde, si jamais c'était le cas, P2 serait donc égal à une constante lambda fois P1. Et en fait, là, il y aurait un problème de degré, puisque le degré de P2 est strictement plus grand que le degré de lambda fois P1. Multiplier P1 par une constante, ça change strictement rien à son degré. À part bien sûr si lambda est nul, mais là c'est encore pire, puisque ça donne un degré moins l'infini. Ensuite, la famille suivante, P1, P2, P3, eh bien, elle aussi, elle va être libre, puisque P3 ne peut pas être une combinaison linéaire de P1 et P2. Même chose, par l'absurde, si jamais P3 était une combinaison linéaire de P1 et P2, on le mettrait donc sous la forme de lambda 1 fois P1 plus lambda 2 fois P2. Et là aussi, il y a un problème de degré, puisque à gauche, le degré de P3 est strictement plus grand que le degré de lambda 1 P1 plus lambda 2 P2. Quand on fait une combinaison linéaire de polynômes, le degré de ce qu'on obtient, il est inférieur au maximum des degrés des deux polynômes. Etc., 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 jusqu'à la dernière famille, P1, P2, etc., jusqu'à Pn, qui est libre, car Pn n'appartient pas au vecte de P1, P2 jusqu'à Pn-1. La raison, vous l'avez compris, c'est toujours la même, c'est que le degré d'une combinaison linéaire ici de ces pays a un degré qui est forcément strictement inférieur au degré de Pn. Et ça conclut la démonstration. Si on veut la rédiger plus proprement, c'est en fait une récurrence finie sur un indice i qui va de 1 jusqu'à n. Plus exactement, pour tout i appartenant à 1 n, on va poser l'hypothèse de récurrence h de i, qui est la phrase qui dit que la famille P1 jusqu'à Pi est libre. On va terminer cette vidéo avec un exercice qui va s'avérer important. Ici, on considère trois vecteurs E1, E2 et E3, et on suppose que le troisième vecteur E3 est une combinaison linéaire des deux premiers E1 et E2. Autrement dit, il est du type alpha E1 plus bêta fois E2. Le but est de démontrer que dans cette situation, le sous-espace engendré par E1, E2 et E3 est égal au sous-espace simplement engendré par E1 et E2. C'est vous qui allez démontrer cette égalité entre ensembles. Le conseil qu'on vous donne, c'est de démontrer cette égalité d'ensemble par double inclusion. D'abord l'inclusion de gauche à droite, puis l'inclusion de droite à gauche. Attention, pour rappel, en mathématiques, quand on veut montrer qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B, pour la rédaction, il n'y a pas le choix. Ça commence par soit X appartenant à A, et puis ensuite par des déductions successives, ça se termine par donc X appartient à B. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y, donc on va commencer par montrer l'inclusion de gauche à droite. On commence par fixer un vecteur x appartenant à l'ensemble de gauche, ce qui signifie qu'il est une combinaison linéaire des E1, E2, E3. Maintenant, ce vecteur E3, par hypothèse, c'est une combinaison linéaire ici de E1 et E2, donc on peut remplacer. Maintenant, dans cette expression, eh bien, on voit qu'on a des vecteurs qui sont collinaires à E1, des vecteurs qui sont collinaires à E2, il suffit ici de réordonner. Sous cette forme, ici, on voit que x est bien une combinaison linéaire de E1 et E2, donc x appartient à vecte de E1, E2. Ce travail montre bien l'inclusion voulue.
Passons maintenant à l'autre inclusion. En fait, cette inclusion, elle est toujours vraie, hein. Elle n'a rien à voir avec le fait que E3 est une combinaison linéaire de E1 et de E2. Regardez, si jamais on prend X un vecteur du vecte de E1 et E2, alors il est une combinaison linéaire donc de E1 et E2. Et pour voir ici ce vecteur comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3, eh bien, il suffit ici de rajouter plus 0 fois E3, ce qui montre bien que X appartient au vecte de E1, E2 et E3. Ce travail montre bien l'inclusion voulue. Finalement, conclusion, les deux ensembles sont bien égaux. La morale de cet exercice, c'est que quand on regarde le sous-espace engendré par une famille de vecteurs, et que l'un de ces vecteurs est une combinaison linéaire des autres, alors il ne sert à rien dans le vecte. Retenez bien ça, c'est une idée importante.